Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau live, cette nouvelle matinée. Alors voilà, avant qu'on commence, pour vous expliquer les règles, ici vous êtes sur la chaîne de Critflix. On va faire tout doucement le tour de l'actualité de la semaine, puisque tous les mardis matins on se rejoint ici pour essayer de voir un petit peu ce qui s'est passé dans le monde du cinéma et de la télévision. Euh, à savoir que voilà, vous pouvez d'ores et déjà peut-être lâcher un pouce si vous regardez ça. Lâcher un pouce, c'est vieux ça. Si vous regardez ça sur YouTube, vous pouvez aussi vous abonner ou liker sur les plateformes d'écoute sur lesquelles vous êtes, comme Apple Podcast, Spotify, Deezer. Voilà, notez le podcast, dire ce que vous en pensez pour que je puisse m'améliorer, et puis tout simplement dire que vous aimez ça. Et puis pas oublier aussi de partager sur les réseaux, puis d'en parler à vos potes pour qu'on soit le plus nombreux possible le matin. Donc voilà, on a le petit café, on a plein de news à voir ensemble. Et on va commencer tout doucement. Alors voilà, ce matin, il y a quand même pas mal de choses qui se sont passées dans la semaine, donc on va essayer d'être assez bref et concis. Je vais essayer de pas vous dire de conneries aussi, parce qu'il y a des news qui sont assez changeantes, vous allez le voir. On sait pas trop où on en est par rapport à ça, mais on va essayer voilà, de faire ça au mieux. Dans le menu de la semaine, enfin le menu de cette matinée, de ce qui s'est passé dans la semaine, on va revenir tout doucement sur les incendies qu'il y a actuellement à Los Angeles, parce que ça bouscule pas mal de choses. J'en ai parlé dans le dernier Critflix que vous pouvez écouter en podcast sur la chaîne de Critflix, sur les plateformes d'écoute. Donc l'émission que je fais avec David, l'autre David, qui parle plutôt ciné-télé. On vous fait le programme de la semaine, les audiences, et puis deux, trois news, et puis surtout des recos. On va donc revenir tout doucement sur les incendies. On va parler de la fameuse plateforme de streaming qui devait être mise en commun entre Disney et Warner Bros. Sport également. On va parler de l'IA, encore une fois, hein, c'est le sujet brûlant de toute façon de ces dernières semaines, voire de ces derniers mois. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Et puis on aura une petite section en plus avec des dates de sortie qui sont repoussées, ce genre de choses. Et puis bien sûr, les deux critiques enfin critiques, les deux avis plutôt de films que j'ai pu voir récemment, c'est-à-dire Sonic 3 qui est déjà sorti depuis un moment, il est sorti le 25 décembre, mais je voulais vous donner mon avis, et puis également Spectateur, le dernier film de Desplechin, qui sort demain, lui par contre, donc j'ai pu le voir hier en avant-première, et je vais pouvoir vous en parler aujourd'hui, ce matin, pour ben voilà, vous donner mon avis, et puis peut-être vous donner envie de le voir ou pas. Et on va attaquer du coup ces news, pas ces news. Allez, c'était la blague du matin. Merci. Au revoir. Et donc on va parler des incendies. Donc les incendies de Los Angeles, ça a l'air de se calmer tout doucement, mais ils se méfient quand même parce qu'il y a de nouveaux vents violents qui ont l'air d'arriver. Et donc forcément ça peut relancer les feux. On est là pour parler cinéma et télévision. Et le problème de ces incendies, c'est que ça va provoquer quelque chose d'assez compliqué. Ça va provoquer le report de l'annonce des nominations des Oscars. Donc c'est une info qui est sortie hier, qui est en raison des incendies, donc du coup qui ravagent Los Angeles, l'Académie des Oscars a décidé de repousser l'annonce des nominations. D'habitude, normalement, ça devait se faire le 17, ça a été repoussé au 19, et là, ils ont décidé finalement de le faire le 23 janvier. Donc dans 10 jours, en espérant encore une fois que le calendrier ne soit pas repoussé à cause des incendies. Effectivement, alors l'annonce des nominations normalement n'empêche pas, mais disons que l'actualité est tellement autour des incendies de Los Angeles pour l'instant que voilà, en plus pour le respect des victimes et des personnes qui perdent leur maison, je pense qu'il est quand même assez malvenu d'annoncer des nominations de stars pour les Oscars. Donc voilà, on a pour l'instant un délai d'attente. Ils ont d'ailleurs repoussé la période de vote également. Ils ont le droit de voter jusqu'au 17 janvier. Et puis donc du coup l'annonce des Oscars qui sera faite le 23 janvier. Voilà, donc je regarde un petit peu, mais voilà. Report multiple pour les Producers Guild, annulation de la Tea Party des BAFTA, suspension des AFI Awards, des Critics' Choice Awards aussi. Donc tout ça, c'est des prix qui sont un peu plus discrets, qui ont moins de notoriété que les Oscars ou le Festival de Cannes, par exemple, mais qui sont hyper importants quand même pour le milieu professionnel, pour essayer de savoir où ça bouge, qu'est-ce qui se passe, quelle est la tendance, soit du public, soit des producteurs. Donc c'est quand même important de faire ces soirées-là, mais là, pour l'instant, c'est bloqué à cause des incendies. La 97e cérémonie des Oscars, donc c'est prévu pour le 2 mars pour le moment, au Dolby Theatre,
diffusé donc sur ABC et pour la première fois en streaming sur Hulu, puisque on n'en a pas parlé, mais cette fois-ci, ce canal n'a plus les droits des Oscars. Ça sera diffusé en direct sur Disney+. Donc ce sera normalement le premier programme en direct, si je ne me trompe pas, de Disney+, en tout cas en France. Et vous aurez la possibilité de regarder les Oscars si vous avez un forfait Disney+, qui en ce moment est à 2 euros par mois si vous vous abonnez jusqu'au 21 janvier pendant 12 mois. C'est-à-dire qu'au bout de 12 mois, vous allez forcément passer sur le forfait le moins cher avec les pubs. Je crois que c'est 5,99 par mois, quelque chose comme ça. Bien sûr, c'est sans engagement. Vous pouvez vous annuler. Vous pourrez penser, si vous y pensez, vous pourrez annuler votre forfait avant de passer sur le plein tarif. Donc ça, ce sera pour le 2 mars, les Oscars, du coup, sur Disney+, en direct du Dolby Theatre de Los Angeles. Télérama en a profité aussi pour parler des lieux cultes de Los Angeles qui ont disparu. Alors c'est un truc de fou, mais ces incendies sont tellement immenses qu'il y a des lieux emblématiques de Los Angeles qui ont disparu. C'est quand même des monuments qui disparaissent de Los Angeles, hein, c'est hyper ravageur. Alors, bien sûr, on n'oublie pas les victimes, hein, c'est la première chose à prendre en compte, c'est les personnes qui ont perdu leur maison dans ces incendies. Et j'espère que ces personnes-là vont pouvoir retrouver un logement décent assez rapidement. Voilà, mais le but ici est quand même de parler cinéma et télévision, donc c'est pour ça que je mets la priorité là-dessus, mais bien sûr, on pense fortement aux victimes. La deuxième news de cette magnifique journée ensoleillée à moins 6 degrés, c'est Venus Sport. Venus Sport, si vous ne saviez pas ce que c'est, moi j'avais complètement oublié le nom de ce projet, mais c'est le projet mutualisé des chaînes et des accords sportifs de Warner Bros. Et de Disney à qui appartient ESPN. ESPN, vous le savez, très certainement, c'est une grande chaîne, plusieurs chaînes d'ailleurs, c'est un bouquet de chaînes sportifs qui a la plupart des droits aux États-Unis de sport. Cette proposition, du coup, avait été mise en place l'année dernière entre Warner Bros, Discovery et Fox Disney pour essayer de mutualiser les sports, essayer de faire un bouquet final, entre guillemets. Et ça devait se faire là dans l'année. C'était, entre guillemets, le salto des chaînes de sport américaines. Évidemment, il devait y avoir des accords, sûrement de pourcentage, de forfait, etc. Qui gagne quoi, qui diffuse qui, etc. Ça devient quand même des histoires de petits sous, c'est un peu compliqué, je pense, de leur côté. On ne sait jamais ce qui se passe dans les bureaux, mais je pense que chacun a voulu tirer la couverture à soi en disant oui, mais moi je passe plus de sport, oui, mais moi ils sont plus rentables, etc. etc. Donc cette chaîne, malheureusement, ne verra pas le jour, déjà pour des problèmes d'accord entre les deux groupes, qui sont quand même deux énormes groupes aux États-Unis et à travers le monde, Warner Bros. Et Disney, Fox, c'est quand même, voilà, c'est des gros mastodontes et du cinéma et de la télévision et du sport. Mais ce qui se passe, c'est que Disney a un petit peu joué au con il y a quelques temps, puisque Disney a annoncé qu'il allait fusionner son service Hulu Plus TV avec Fubo. Fubo qui est actuellement, que je me trompe pas, c'est la plateforme de streaming télé en direct axée sur le sport. Et donc, du coup, en voulant fusionner Hulu Plus et Fubo, on se retrouve avec un actionnaire majoritaire à 70%, ce qui, du coup, met à mal l'accord qui avait été décidé avec Warner à la base. Et donc, du coup, Fubo va pouvoir diffuser ABC, ESPN, ESPN2, ESPN-NU, SECN, ACCN, ESP News et ESPN+. On va y arriver. J'ai réussi à faire tout ça d'une seule fois. Donc forcément, en fait, il y a un problème de monopole, il y a un problème de partage du marché, et c'est donc pour ça que l'accord n'a pas pu se faire. Donc je me suis trompé, j'ai dit Venus Sport, mais non, c'est Venue Sport, V-E-N-U Sport. Voilà, c'est dommage, encore une fois, c'est des histoires d'accord. Alors pour le public, à la base, ça devait être tout bénef, puisqu'on devait avoir un forfait mutualisé pour tous les sports rachetés par les chaînes américaines, donc la possibilité de voir énormément de choses avec un seul et même forfait, un peu l'équivalent de DAZN pour le foot en France et à travers le monde. DAZN qui essaie de racheter un maximum de licences sportives pour pouvoir proposer un maximum de choses à ses abonnés, avec un forfait, on va dire, le plus bas possible, même si voilà, les gens continuent de râler, c'est normal, hein, on en parle à chaque fois avec David, c'est quand même très difficile d'avoir
toutes les plateformes, au bout d'un moment, on n'a pas un salaire euh, expansible à l'infini et on ne peut pas tout avoir, donc il faut faire des choix. Et malheureusement, je pense que le choix numéro un quand on a une famille, c'est pas forcément le sport, même si votre gars, il adore, ou votre femme adore le foot ou le MMA. Je pense que voilà, si vous avez des enfants, vous allez peut-être prioriser Disney+ ou Netflix plutôt que votre chaîne de sport qui peut avoir quand même un forfait conséquent. Faut aussi le dire, c'est qu'il y a plein de sports qui peut-être ne vous intéressent pas, mais vous êtes quand même obligé de payer plein pot. C'est comme avec Disney+, vous aimez peut-être que Star Wars et les X-Men, et malheureusement, vous êtes obligé de payer le forfait pour regarder les films Disney, pour regarder Bluey ou ce genre de choses. Donc voilà, c'est toujours le souci, c'est que le forfait, déjà, rien ne vous appartient, et en plus de ça, vous êtes obligé de payer un forfait entier pour un catalogue qui ne vous intéresse pas entièrement. Ça, c'est un peu le deal quand vous prenez un forfait quelque part, dans tous les cas. Donc voilà, ce projet est venu, c'est un petit peu dommage. Bien sûr, on peut, en tant que spectateur, se plaindre que ces accords ne soient pas arrivés à terme, mais bon, en même temps, il y avait quand même peu de chances que ça aboutisse. On l'a vu ici en France, le test a été fait, il n'a pas abouti. On se retrouve avec 3 plateformes séparées, c'est-à-dire TF1+, France.tv et M6+. Ces 3 plateformes sont maintenant séparées pour le meilleur et pour le pire, à savoir que maintenant chaque plateforme a un forfait dédié, mais chaque plateforme est entièrement gratuite également. Donc c'est quand même un bien pour un mal. Vous pouvez donc du coup choisir ce que vous voulez regarder. Mais les catalogues sont quand même assez bien remplis. Là, en ce moment, moi je suis sur TF1+, je regarde la saison 3 de Demon Slayer et j'en suis très content. Donc voilà, vraiment un pur plaisir pour l'instant TF1+, même si sur ma télévision j'ai quand même pas mal de pubs, j'ai environ, je vais dire 3 minutes de pub par épisode, ce qui est pas énorme hein, si vous regardez, c'est un programme de télévision, si vous regardez la plupart du temps les dessins animés sur des heures où ils diffusent de la publicité. La troisième news de la journée, c'était l'intelligence artificielle. Alors il faut qu'on en parle, ça fait le buzz en ce moment sur Internet. La fameuse voix d'Alain Dorval, qui est connu pour faire la voix de Sylvester Stallone. J'ai du mal à parler ce matin. Sylvester Stallone, qui a été reprise en intelligence artificielle. Donc en fait, il y a un film qui s'appelle Armor, qui est déjà disponible aux États-Unis actuellement et qui devait sortir en mars ici en France sur Prime Video. Et malheureusement, Alain Dorval étant décédé, la voix officielle de Sylvester Stallone n'était plus disponible, forcément. La famille du comédien a signé un accord avec 2 sociétés pour pouvoir reproduire la voix de Sylvester Stallone en VF. Les 2 sociétés en question sont Lumière Ventures et Eleven Labs, sont les 2 sociétés pour lesquelles la famille de Alain Dorval a passé un accord pour faire une voix en intelligence artificielle d'Alain Dorval, hein, tout simplement, pour Sylvester Stallone. Le premier test n'a pas été concluant du tout. Je ne vais pas vous le passer parce que je vais me faire strike, mais je vous laisse aller y jeter un petit coup d'œil, très facile à trouver sur Internet. Vous allez sur X ou sur YouTube, vous avez un film donc, qui s'appelle Armor avec Sylvester Stallone, et donc vous avez l'occasion de pouvoir voir ce que ça donne. Le problème n'est pas que la voix ne ressemble pas, la voix ressemble à celle d'Alain Dorval, il n'y a aucun souci là-dessus. Le problème, c'est l'intention. L'intention dans le doublage. L'intelligence artificielle n'est pas capable de recréer cette voix. Donc on suppose que c'est un comédien de doublage qui a doublé par-dessus et on lui a changé la voix pour lui donner celle d'Alain Dorval. Le problème, c'est que être doubleur, c'est un métier, forcément, et que là, la note d'intention n'est pas bonne. Ce qui s'est passé, c'est que tout le monde a crié au scandale, et là est arrivée la fille d'Alain Dorval, qui a bien précisé, elle, sur X, que elle avait donné son accord pour un essai, et uniquement un essai. Et en fait, la bande-annonce apparemment aurait fuité, que c'était pas du tout autorisé de pouvoir l'utiliser pour un film entier. Et donc, elle dit donc, je cite, j'ai donné mon accord pour un essai, uniquement un essai, un accord me garantissant strictement que ma mère et moi-même serions en validation finale avant toute utilisation, publication, et que rien ne pourrait se faire sans notre accord. Je découvre sur X que cet engagement n'est pas respecté, je n'ai jamais validé une telle diffusion et mon père ne l'aurait jamais validé en l'état. Alors se pose la question, les fans débarquent un petit peu avec un porte-étendard en disant « Nous, les fans, on sait ce que voulait Alain Dorval, et Alain Dorval, de toute façon, n'aurait pas voulu qu'on reprenne sa voix en intelligence artificielle. » Alors, c'est difficile. Là, il va y avoir une prise de position. La prise de position est que, pour moi, la famille a toujours raison. C'est-à-dire que vous avez beau vous situer en fan, vous ne le connaissez pas, Alain Dorval, vous n'étiez pas dans sa vie
de tous les jours. Il peut y avoir une arnaque de la famille qui essaye de se faire des sous sur la voix de leur père, je suis d'accord, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il faut savoir que vous, en tant que fan, ce gars-là, vous ne le connaissiez pas. Vous n'avez pas vécu avec lui. Et si ça se trouve, quand il a commencé à être malade ou quand il a senti qu'il allait devoir partir à la retraite, il a peut-être autorisé sa famille à dire, écoutez, ça me plaît pas, mais je veux vous garantir un avenir, je veux que vous ayez de l'argent, donc on va vendre ma voix en intelligence artificielle, pour l'intelligence artificielle, pour que vous puissiez en vivre et que vous puissiez toucher quelque chose tous les mois. Moi, personnellement, si je dois garantir l'avenir de ma famille financièrement, mais à aucun moment je me pose la question, mais je vous vends ma voix, il n'y a aucun souci avec ça. Je pense que l'éthique, là, elle est variable. L'éthique est complètement variable. Donc, je pense qu'il faut aussi comprendre la position de cet homme-là quand il a commencé à sentir qu'il n'allait plus pouvoir doubler ou que voilà, c'est arrivé. Il en avait peut-être parlé avec sa famille. L'IA, ça fait un moment qu'elle est là et ça fait un moment que les, euh, que les doubleurs en entendent parler. Donc effectivement, il y a eu cette vidéo là il y a quelques temps qui annonçait que voilà, l'IA était un danger pour les, euh, pour les doubleurs et les comédiens. Et je suis entièrement d'accord. Moi, je suis contre l'IA à 100%. Mais j'avoue qu'en tant que père ou en tant que chef de famille, c'est un petit peu vieillot de dire ça, mais voilà, si c'est lui qui pouvait ramener un petit peu de sous à la maison et pouvoir voilà, permettre à ses enfants, ses petits-enfants de vivre sereinement, eh ben, je suis désolé, mais effectivement, cet accord, il paraît, c'est logique qu'il l'autoriserait à son décès. Mais voilà, ça, c'est un problème qu'on ne peut pas élucider et c'est à la famille de décider ce qu'ils veulent faire du reste de la mémoire de leur père ou de leur mari, etc. etc. Donc ce sujet, il est un petit peu sans fin. Le petit plus, c'est que j'ai appris que donc, dans Alien Romulus, qui est sorti il y a quelques semaines, le comédien britannique Ian Holm, donc, qui fait une apparition dans le film en version CGI, qui avait disparu en 2020, il a pu être ressuscité grâce à ça. Donc l'IA a permis de faire revivre sa voix, on a pu réenregistrer une voix et mettre sa voix par-dessus. Grâce à ses apparitions dans certains films, ils ont pu reprendre la voix, il y a eu l'accord pour pouvoir utiliser l'IA. On a pu, avec l'IA aussi, refaire revivre Carrie Fisher pour les quelques minutes de Star Wars 8, où malheureusement elle était décédée. Il manquait quelques scènes, donc ils l'ont fait revivre à travers ces scènes-là. Alors, c'était pas forcément magnifique à voir, mais ça permet de, on va dire, sauver les meubles. Mais ça pose toujours la problématique de est-ce que l'acteur aurait été d'accord. Et voilà, donc y a rien de signé hein, pour l'instant, on le sait. Il y a encore des grèves du côté de l'Astra qui, euh, qui souhaitent pouvoir signer des accords avec les grands producteurs américains. En France, c'est pareil, c'est un peu sous tension. Ça va se faire au fur et à mesure. Mais de toute façon, encore une fois, ça va être une histoire de gros sous et essayer voilà, de récupérer un maximum d'argent en espérant que ça arrive le plus tard possible, que la génération de nos enfants, par exemple, puisse faire la différence entre une vraie voix de doubleur et une voix en IA, comme pour l'instant on arrive à reconnaître une image en intelligence artificielle ou une vidéo faite par intelligence artificielle. Donc c'est un sujet qui est un peu touchy, mais en soi, si vous êtes un tant soit peu fan de cinéma, de séries et de doublage en général, la question ne se pose pas. Je pense que vous êtes la plupart du temps contre l'intelligence artificielle. Mais voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, me donner votre avis sur l'intelligence artificielle. C'est vrai que c'est toujours très intéressant d'ouvrir le débat et d'essayer de trouver un juste milieu parce que l'intelligence artificielle n'est pas, encore une fois, comme tous les outils qui ont été créés et qui ont été utilisés à des fins machiavéliques, euh, l'intelligence artificielle n'est pas, d'ailleurs, on n'est toujours pas dans l'intelligence artificielle, je vous invite à écouter Geekzone, qui souvent en parle et qui vous dit bien que l'intelligence artificielle en soi n'existe pas. On est toujours sur du machine learning, c'est-à-dire que vous avez un ordinateur qui, grâce à des calculs, réussit à échouer jusqu'à ce qu'on lui dise qu'il a réussi. Et quand il a réussi, il se dit, ok, cette donnée-là, je la garde, tous les échecs, je les mets sur le côté, ce sont des échecs, je ne dois pas les reproduire. Ça, c'est du machine learning. C'est de l'intelligence artificielle. Ça fonctionne comme ça. Enfin, non, c'est pas exactement justement de l'intelligence artificielle. Donc, il faut bien comprendre que la machine ne réfléchit pas par elle-même. Elle fait des calculs, encore une fois. Donc, voilà. Pour l'instant, l'intelligence artificielle n'existe pas. Ce sont juste des machine learning très évoluées qui permettent aux médias de pouvoir
gagner du temps. Et je vais pas vous mentir, c'est vrai que raccourcir des textes, par exemple, comme pour ce matin, ça m'a été très utile de ne pas, de pouvoir lire un article en diagonale et ensuite de récupérer les informations et de le raccourcir pour pouvoir vous faire une synthèse. C'est quand même très pratique. Ça peut être très utile au quotidien pour aider les gens. Mais encore une fois, comme le dit très bien euh, Adrien Méniel, on n'est pas, on n'a pas envie de l'intelligence artificielle pour faire de l'art pendant qu'on continue à faire à manger. On veut une intelligence artificielle qui nous aide à faire à manger pour qu'on ait le temps de faire de l'art. C'est ça la différence. Et c'est pour ça que l'intelligence artificielle est mal utilisée actuellement, c'est qu'elle n'est pas utilisée pour nous faire gagner du temps, elle est faite pour faire gagner de l'argent aux personnes qui veulent se faire des gros sous, et c'est là qu'est le souci. À partir du moment où on aura compris que l'intelligence artificielle doit être d'utilité publique pour aider les gens à gagner du temps et à travailler dans de meilleures conditions, là, on aura gagné quelque chose. Pour l'instant, moi, je n'utilise pas, par exemple, l'intelligence artificielle, je ne l'utilise pas pour créer mes affiches, pour créer mes Canva, des choses comme ça, parce que voilà, je considère que bon, bah, mon cerveau peut quand même être utile à ça, même si moi, niveau créativité, c'est un zéro pointé, mais je me dis au moins, j'utilise pas l'intelligence artificielle, je ne pique pas les idées de quelqu'un qui a déjà créé une image sans son consentement, donc voilà, on est quand même sur quelque chose de plus éthique. Le tour des grosses news, on l'a terminé, c'est fini. On va passer aux news en bref. Les news en bref, c'est le casting officiel de Dals qui est sorti. On passe un petit peu du côté télé. Vous le savez, hein, avec David, on essaye de faire un petit peu les deux penchants, télé, les trois même, hein, maintenant, penchant télé, penchant streaming, penchant ciné. Et là, un petit peu de télévision, avec le casting de Dals qui est sorti, donc Danse avec les stars en 2025. J'ai pas encore la date de diffusion, ça devrait se situer, je pense, au mois de février ou au mois de mars. De toute façon, ça va se situer, bah si, je suis bête, ça va remplacer normalement, ça va remplacer la Starac, si je me trompe pas. Donc, le casting officiel de Dals, ça va être composé de Florent Manodou, donc ancien nageur, Adil Rami, qui est animateur télé maintenant sur TF1, mais qui était surtout un ancien footballeur euh, connu pour avoir participé à la Coupe du Monde, mais pour ne pas avoir joué. Il en rigole beaucoup. C'est quelqu'un de très drôle et de très dynamique. On a Lénie, ancienne finaliste de la Star Academy, qu'on est très content de voir, parce que c'est vrai que finalement, on n'entend pas trop parler. Ça devait être la révélation de la Star Academy qui est partie sur sur un coup de malchance, parce que malheureusement, voilà, on va le voir de toute façon cette semaine avec Ebony, quand on n'est jamais nommé, il y a une chance que le jour où on l'est par obligation, on dégage parce qu'on n'a jamais eu les faveurs du public, mais on ne le sait pas puisqu'on n'a jamais été nommé. On aura également Charlotte de Turckheim, qui est une actrice voilà, qui a déjà fait ses preuves. Eve Gilles, si je ne me trompe pas, qui est la Miss France, qui était une Miss France 2024. Sophie Davant, bien sûr, hein, présentatrice sur France 2, on la présente plus. Mayan, qui est l'actrice qui a joué dans Un petit truc en plus. Claude Dartois, que je connais pas du tout, je vais vous dire qui c'est. Personnalité de la télévision française. Ah, ok, il a fait koh. Ok. Il a fait koh. Julie Zenati, forcément, chanteuse, on connaît. Franck Leboeuf, ancien footballeur. June Gelly. Alors, June Gelly, je le connais pas, mais apparemment, c'est un chanteur. Je sais pas si on dit June Gelly ou June Gelly. Et on finit avec Nelson Montfort. Nelson Montfort, pareil, que tout le monde connaît. Difficile de passer à côté de Nelson Montfort, ce commentateur sportif connu par toutes les personnes qui suivent France Télévisions depuis des années. Donc ça, c'est le casting de Dals, Danse avec les stars pour 2025, qui va sûrement prendre le relais de la Star Academy quand la Star Academy sera terminée. Dans les news en bref, on a également Shrek 5 qui est repoussé à Noël 2026. Il devait sortir en juillet 2026, donc là, je vous parle vraiment, j'ai un an d'avance. Juillet 2026. Et bien là, ce sera décembre 2026. Ils ont décidé de tabler sur les fêtes de Noël, ce qui est une très bonne chose quand on voit le succès de Vaiana 2 et le succès de Mufasa pendant les fêtes de Noël avec les vacances scolaires. Donc on pense bien sûr aux chiffres que ça va faire au niveau international de pouvoir sortir ça pendant des vacances scolaires à l'international, en France en particulier. Je pense que là, on est sur du bon gros 3-4 millions d'entrées. Surtout que Shrek 5 est très attendu depuis la sortie du Chapeauté 2 qui annonçait la suite de Shrek, puisque à la fin du Chapeauté, il retourne au pays de fort fort lointain. Donc on sera très content de retrouver Shrek le 23 décembre 2026 et prend sa place les Mignons 3
Alors une suite, effectivement, on est à Shrek 5, Les Mignons 3, mais malheureusement pas assez de spectateurs sur les nouvelles licences. On l'a vu avec le Robot Sauvage qui a fait des chiffres corrects mais sans plus, mais qui devrait faire beaucoup plus de chiffres pour le Robot Sauvage 2 qui est en attente là, qui devrait rentrer en production incessamment sous peu. Donc il faut bien comprendre que le public, vous êtes attiré plus par les suites, vous avez envie de voir la suite des dessins animés et de vos sagas préférées plutôt qu'une nouvelle licence où on hésite un petit peu plus, on se dit est-ce que ça va être assez bien, on hésite, donc on n'y va pas, donc ça fait moins d'entrées, donc c'est un peu plus compliqué, donc forcément on joue sur les suites. Il faut savoir que Shrek 5 du coup va se retrouver face à Toy Story 5 le 23 décembre 2026, ce qui est énorme. Je suis en train de me rendre compte que si je suis toujours exploitant de cinéma, je vais me faire déglinguer la gueule. Mais pour mon plus grand plaisir, bien sûr, le but est de faire des entrées et de faire plaisir aux gens sur grand écran, donc on est quand même très content. La dernière info que je peux vous donner en bref, c'est que M6 Plus va être désormais disponible sur la TNT en HBB TV. Alors je vous explique tout ça, c'est un petit peu complexe, mais on va essayer de faire ça rapidement. En fait, il faut bien comprendre que votre signal, depuis que la TNT existe et que vous êtes branché sur votre antenne, ce qui est le cas de moins en moins de personnes, la TNT numérique permet quand même d'envoyer d'autres signaux que les simples chaînes de télévision. Et le HBB TV, ça permet d'envoyer, par exemple, des petits bandeaux. Vous savez, des petits bandeaux où il est marqué appuyez sur le bouton rouge de votre télécommande pour voter pour votre star préférée, ou n'oubliez pas tel rendez-vous, telle heure, etc. etc. Et là, M6 Plus a décidé d'utiliser l'HBB TV pour permettre aux gens qui ont des téléconnectés d'aller directement sur M6 Plus. C'est-à-dire que vous êtes en train de regarder, je sais pas moi, un vieil épisode d'NCIS sur M6, et là ça va vous dire, les tout nouveaux épisodes en exclusivité sur M6+, appuyez sur le bouton machin. Et vous allez appuyer sur votre télécommande, et si votre télé est reliée à Internet, eh bien vous allez vous retrouver directement sur M6+, et sur le programme que vous avez, sur lequel vous avez appuyé, quoi. Donc ça va permettre aux gens, par exemple, qui sont en train de regarder un vieil épisode d'NCIS, et qui se disent, waouh, je l'ai déjà vu 3 fois, celui-là ça me saoule. Petit bandeau en bas, retrouvez les nouveaux épisodes sur M6+, vous appuyez, boum, et vous êtes sur les nouveaux épisodes que vous n'avez jamais vus, ou vous avez vu qu'une fois, et vous êtes content parce que vous les avez vus qu'une fois, et vous les avez oubliés depuis, ou vous êtes endormi devant. Donc là, c'est quand même hyper pratique. Alors, c'est un peu vieillot, moi je trouve, parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de monde qui n'utilise plus trop, enfin, il y a encore beaucoup de monde qui utilise la TNT, mais ça va se situer sur des âges et des personnalités, des sections de personnes qui n'utilisent pas forcément les fonctions interactives de leur télévision. Donc voilà, il faut quand même se méfier de ce genre de truc. C'est bien qu'ils le fassent parce que ça permet toujours une meilleure accessibilité. Ils sont les seuls sur le marché à le faire, c'est-à-dire ils sont les seuls à proposer des bandeaux qui mènent directement sur leur application. Par exemple, TF1 ne le fait pas. En tout cas, attention, il ne le fait pas via la TNT. C'est-à-dire que si vous avez une box, SFR, Orange, une box Xiaomi que vous avez achetée, etc., etc., vous utilisez par exemple, je sais pas moi, Molotov ou ce genre de choses, rien n'interdit ces chaînes-là d'avoir déjà ces fameux bandeaux qui vous emmènent sur les plateformes en question. Là, la nouveauté, c'est que M6 le fait directement via le signal antenne de la TNT. Donc voilà, vous êtes relié par une antenne pour recevoir les chaînes de télévision, mais votre télévision est connectée à Internet pour d'autres fonctionnalités, et bien vous allez pouvoir passer de l'un à l'autre assez facilement. C'est assez intéressant de créer cette fonction-là. Je pense qu'on n'aura jamais les chiffres véritablement d'action, de savoir combien de personnes ont appuyé sur ce fameux bouton pour se retrouver sur M6+, mais ça peut être intéressant quand même, voilà, de le savoir et puis d'essayer de suivre un petit peu cette aventure-là, même si à mon avis ça va pas durer des années. Je pense que c'est surtout pour essayer de faire un passage de flambeau entre les deux. On va pouvoir passer à la section avis. Sonic 3, qui reprend la suite de Sonic 2, bien vu, qui est donc la suite directe de Sonic 2 et également sûrement en rapport avec la série Knuckles que vous pouvez trouver sur Paramount+, qui apparemment est de qualité relativement variable. Le film a été réalisé par Jeff Fowler qui avait déjà fait Sonic 1 et Sonic 2, donc voilà, il est rodé. Et donc cette fois-ci, donc on a bien du coup à chaque fois un nouveau personnage, un Shitty Friends, qui débarque en plus. Dans le premier, à la fin, vous aviez Tails et Tails qui débarquent. Dans le 2, vous aviez Knuckles qui était l'ennemi de Sonic, qui devient finalement l'ami de Sonic. Forcément, c'est un peu le but à chaque fois des Sonic. Et là, ici, Sonic va être confronté à Shadow, un hérisson à peu près de la même race que lui, mais beaucoup plus ancien, puisque ça fait 50 ans
qu'il est enfermé dans un tube cryogénique, dirons-nous, et qu'il arrive à s'enfuir en 2025, alors qu'il était enfermé dans cette cuve au Japon. Et il va être confronté du coup à Sonic, puisqu'il est rempli de méchanceté et de haine, il a soif de vengeance, et donc il va vouloir se venger. Forcément, Sonic va devoir faire équipe avec le docteur Robotnik, Eggman. Donc Jim Carrey est toujours là, il fait toujours une... voilà, on pensait qu'il allait... Au début, on pensait qu'il ne serait pas dans Sonic 3, ensuite il a été dit qu'il ferait une apparition. Finalement, c'est un personnage conséquent du film, il est vraiment un second rôle, voire un rôle principal en collaboration avec Sonic, puisqu'ils vont devoir faire équipe contre Shadow. C'est un bon divertissement, moi j'ai bien aimé Sonic 3, je me suis bien amusé devant. Il y a quand même pas mal de défauts. Le premier défaut, malheureusement, je l'aime beaucoup, mais le premier défaut, c'est Jim Carrey, quoi. Jim Carrey, de film en film, est complètement en roue libre. Là, on dirait qu'il est la seule attraction du film, ce qui est vraiment dommage, parce que Sonic a énormément de choses à dire sur son personnage, sur une morale, alors effectivement, qui est très simpliste, hein, tes amis peuvent devenir tes ennemis peuvent devenir tes amis si tu les comprends et si tu arrives à discuter avec eux. C'est très simpliste, mais en même temps, ça s'adresse à un public jeune. Et ce genre de morale est quand même hyper intéressante à inculquer quand ils sont tout jeunes. Mais là, Jim Carrey est vraiment en roue libre. C'est vanne sur vanne sur vanne. Et parfois, déjà en VF, ça passe pas. Ils ont dû recréer des jeux de mots qui passent moyen, qui sont moyen drôles. Je suis sûr qu'en VO, c'est très très drôle. Mais là, ça marche pas trop. Et le comique facial et comment dire et gestuel de Jim Carrey parfois fait un peu too much. Voilà, ça passe pas très bien. Moi, je trouve que c'est pas très bien passé à l'écran. Ça m'a pas franchement fait rire et surtout qu'il y a des moments où le film essaye d'être un tant soit peu sérieux puisque les personnages ont quand même des problèmes moraux à gérer et t'as Jim Carrey qui arrive en Docteur Robotnik au milieu et qui fait le con et c'est un petit peu dommage. Il y a beaucoup trop de Deus Ex Machina aussi dans le film. Je m'explique. Le Deus Ex Machina, pour ceux qui savent pas ce que c'est, ça vient de la Rome antique. C'était à l'époque où, quand on n'arrivait pas à terminer une pièce, on faisait apparaître un dieu qui, en gros, finalisait la situation. C'est-à-dire que vu que les dieux sont omnipotents et ont tous les pouvoirs, ils arrivaient, ils disaient, bon ben voilà, la situation est bloquée, je vais utiliser mes pouvoirs pour débloquer la situation, et hop, fin de la pièce. Et c'était très utilisé à l'époque de la Rome antique, et du coup le terme est resté pour le théâtre et le cinéma. Et là, on a beaucoup de ça, en fait. Il y a beaucoup de moments où on a presque l'impression qu'ils font exprès de bloquer la situation et un personnage débarque, on ne sait pas d'où, alors qu'il n'était pas forcément fait pour être là, et il n'était pas du tout au même endroit. D'ailleurs, l'histoire des anneaux téléporteurs, ça devient une excuse un petit peu trop facile. À chaque fois, c'est le dernier qu'ils ont en stock, mais à chaque fois, ils en ont d'autres. De film en film, je ne sais pas où ils les trouvent, mais en tout cas, ils en ont plein. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Surtout que le film avait plein de façons de pouvoir continuer en étant tout à fait logique. Et voilà, il y a plein de façons, il y a plein de moments où tu as Knuckles qui débarque alors qu'il n'était pas censé arriver, où il arrive à péter des trucs qui étaient soi-disant impénétrables. C'est un petit peu dommage. Le bon côté, c'est que c'est très bien fait. C'est vraiment très chouette à ce niveau-là. L'intégration des héros en CGI est vraiment chouette. Moi, j'ai trouvé que c'était très bien intégré. On voit pas trop la différence entre les décors réels, les interactions des acteurs en live action et Sonic, Knuckles ou même Tails ou même Shadow. Shadow, c'est un petit peu plus particulier, surtout la scène d'action au début, où finalement on voit bien que les acteurs sont pas touchés par quelque chose, quoi. Ils se lancent dans le vide en faisant croire qu'ils se sont pris un coup de poing dans la tronche, mais ça marche pas très très bien. Et alors, dernière chose sur Sonic qui, moi, enfin, je trouve ça fou qu'ils en parlent pas. Robotnik a une sœur et tout le monde s'en fout. Ou une cousine, on sait pas. Voilà, je vais pas vous spoiler, mais en gros, on apprend que il y a un rapport familial à Robotnik. De toute façon, on le voit sur l'affiche, je suis bête. Il n'y a pas y a pas de spoil, en fait. En gros, Robotnik rencontre son grand-père et toute la vengeance du grand-père de Robotnik et de Shadow va tourner autour du fait qu'il y a une petite fille qui est décédée dans les années 70 lors de l'explosion d'un laboratoire dans lequel était enfermé Shadow. Et, euh, et personne ne parle du fait que Robotnik avait une famille, quoi. La seule excuse qu'il dit, c'est voilà, quand t'es né, t'as été rejeté par ta famille parce que personne t'aimait, et puis voilà. Bah oui, mais du coup, cette gamine, elle vient d'où? C'est une cousine, c'est sa sœur, où sont les parents? Là, c'est le grand-père, mais ils auraient pu mettre le père, il y aurait eu beaucoup plus d'explications. Enfin, il y a tout un côté familial. Ils ont voulu faire un côté un petit peu mélo, familial, etc. Et en fait, on s'en bat les reins parce que, bah, en fait, il n'y a aucune explication.
Donc c'est un peu dommage. Alors je sais, la plupart des gens vont me trouver comme excuse que c'est un film pour enfants ou un film pour jeune public et que du coup c'est normal qu'il y ait des facilités. Bah oui, mais il y a quand même les parents qui débarquent avec les enfants, ils vont pas les laisser tout seuls en salle. Et, les parents, ils ont besoin aussi de passer un bon moment pour que le pouvoir d'achat lors de la sortie du Blu-ray ou la sortie sur la plateforme donne envie de s'abonner. Si le parent il a pas aimé le film, il va être moins enclin à aller dépenser de la thune pour revoir le film plus tard, même si l'enfant le demande. Donc c'est quand même bien de faire un truc pour les parents et pour les enfants. Donc voilà, le film est sympathique. Je pense que pour l'instant, le meilleur, ça reste quand même le deuxième, c'est-à-dire que c'est celui où Jim Carrey est le moins dans l'exagération. Il arrive à faire des blagues correctes. Il y a la véritable transformation en Robotnik, ce qu'on n'a pas vu dans le premier. Et le scénario est un petit peu mieux travaillé, je trouve, dans le deuxième. Même si, effectivement, tout le côté... euh, mince, quand ils vont se marier à Hawaï, etc. Bon, c'était pas vraiment obligatoire ce genre de truc. C'était vraiment juste pour mettre des vrais acteurs dans un film qui aurait mérité de n'avoir que des acteurs en CGI. Mais voilà, ça se tenait quand même pas mal, Sonic 2. Sonic 3, ça se tient bien, mais ça reste quand même moins bon que le deuxième. Et on a une petite scène finale très intéressante qui va nous permettre d'avoir un ami en plus au prochain film, en espérant que voilà, Sonic 4, de toute façon, est déjà dans les cartons. Il est déjà en production, donc on l'attend normalement pour 2026, si tout va bien, ou peut-être même 2025, si les producteurs sont en forme, et si le scénario est déjà prêt. J'ai pu, j'ai pu voir Spectateur d'Arnaud Desplechin hier. Alors, je ne l'ai pas vu sur grand écran, mais je l'ai vu hier de façon tout à fait légale, je vous rassure, au travail. Et la bande-annonce donne vraiment envie. La bande-annonce, c'est la note d'intention d'Arnaud Desplechin de pouvoir remonter le temps et de pouvoir tout doucement le remonter dans l'autre sens, mais par le prisme du cinéma et de l'amour de la salle obscure qu'il fait vivre à son personnage. Alors au début, je pensais que c'était un genre de biopic, un petit peu à la Fablesman de Spielberg, mais pas du tout. On est vraiment sur un drame qui va utiliser des images d'archives d'anciens films. Ce sont des films qui ont marqué l'enfance d'Arnaud Desplechin, et il les a utilisés pour faire revivre l'enfance d'un autre personnage, celui de Paul Dédalus. C'est un personnage qu'il avait créé déjà pour deux autres films, dont je n'ai pas le nom, parce qu'en fait je suis pas un grand fan. Enfin, c'est pas que je suis pas un grand fan, c'est que j'ai jamais regardé de film d'Arnaud Desplechin, c'est le premier que je vois. C'est un grand réalisateur français, donc il faudrait que je m'y mette. Mais c'est vrai que j'ai pas pris le temps de m'intéresser à ce réalisateur. Et donc voilà, vous allez avoir l'enfance enfin, c'est assez... c'est pas chronologique. Vous allez avoir son enfance, vous allez ensuite avoir son adolescence, une petite partie quand il est adulte, et puis vous allez revenir quand il est enfant. Et puis tout ça est parsemé d'extraits de films qui ont marqué Arnaud Desplechin et aussi d'interviews qu'il a eu avec des gens importants qui ont marqué sa vie de cinéma. Il y en a deux ou trois parsemés dans le film, donc c'est un film assez bordélique, mais qui en soi a quand même du sens. Ça peut être considéré comme un documentaire autant que comme un drame, puisque il y a pas mal de choses qui sont vraies dans le film, avec donc en voix off la voix de Mathieu Amalric. À chaque fois je dis Amalric, mais c'est Amalric, donc qui fait la voix off et qui va vous parler de pas mal de choses autour du cinéma. C'est vraiment très intéressant comme film, mais ça ne s'adresse pas à moi. Ça ne s'adresse pas du tout à moi. C'est vraiment fait pour, je pense, les cinéphiles aguerris, ceux qui ont plein de bouquins dans leur bibliothèque sur l'histoire du cinéma, sur les bouquins d'André Bazin, de Bazin, pardon, qu'on m'a fait lire quand j'étais à la fac. Tous ces gros cinéphiles qui connaissent l'histoire du cinéma sur le bout des doigts et qui vont pouvoir parler du médium artistique de façon beaucoup plus facile que moi, puisqu'ils en ont les connaissances théoriques, en fait. Il y a un moment d'ailleurs dans une classe, dans une salle de cours, qui est hyper intéressante, qui se passe, je crois, dans les années 70 ou 80, où l'arrivée de la télévision a provoqué quand même un gros changement sur la vision qu'on a des images et de l'art en général, et c'est hyper intéressant.
Donc ça m'a un peu raccroché au film d'ailleurs, parce que je commençais à lâcher un petit peu. Et c'était quand même assez intéressant. Mais j'ai un gros souci avec le jeu des acteurs. C'est un jeu d'acteurs qui est très nouvelle vague, qui va créer des dialogues qui ne sont pas du tout réalistes. On voit par exemple trois jeunes gens dans un café qui discutent avec une critique de cinéma. Euh, à aucun moment des ados parlent comme ça. Je veux dire, suis-je bien dans la réalité quand je quitte le film? Ce genre de truc, c'est des phrases métaphoriques sur des réflexions philosophiques qu'on n'aurait jamais dans un café à 16 ou 17 ans. Enfin, en tout cas, pas dans ces termes-là, c'est pas possible. Donc voilà, c'est des moments un petit peu exagérés, moi, que je trouve qui bloquent un peu le film. C'est dommage. Ça reste un film qui est quand même assez élitiste, hein, faut pas se leurrer. Allez pas voir ça avec quelqu'un qui souhaite faire connaissance avec le cinéma. Parce qu'on vous parle de Bergman, on vous parle de Coppola, on vous parle de Truffaut. C'est des cinéastes qui sont très difficiles à appréhender quand on n'a pas l'habitude de ce cinéma-là, ou en tout cas de la cinéphilie en général. Donc si vous voulez faire connaissance avec le cinéma, c'est pas la porte d'entrée vers laquelle je vous entraînerai. Essayez peut-être d'autres choses. Je pourrais peut-être vous conseiller des choses si vous voulez. Il faudrait que je retrouve un petit peu les films qui peuvent. Bah, The Fabelmans, c'est typiquement le genre de film que vous pouvez regarder si vous avez envie de vous intéresser à la cinéphilie et à comment on fait des films avant de vous attaquer à Spectateur, par exemple. Donc voilà, je dis pas que le film est mauvais, je dis juste que je suis pas du tout la personne ciblée pour ce genre de film-là. Je pense que ça va être une toute petite sortie, c'est distribué par Pyramide, qui est un petit distributeur, mais qui a quand même pas mal de succès cette année, hein. C'est eux qui ont sorti, par exemple, 20 Dieux, qui est en salle en ce moment, qui est vraiment super, je vous le conseille. C'est eux qui ont sorti aussi l'histoire de Suleiman l'année dernière. Donc voilà, ils ont plein de super films dans les cartons. Celui-là est très bien aussi, je pense. Mais je me suis pas senti concerné, j'ai pas réussi à rentrer dedans. Et je trouve que c'est un peu le bordel, en fait, entre le côté documentaire, le côté fiction, les dialogues assez peu réalistes, ces discussions philosophiques entre personnes qui paraissent presque trop intelligentes. On se sent frustré de se dire, mais moi jamais j'aurais une conversation comme ça avec quelqu'un, donc c'est un peu bizarre. Donc voilà, Spectateur, ça se regarde si vous êtes vraiment un cinéphile aguerri, que vous voulez en apprendre plus sur l'amour d'Arnaud Desplechin pour le cinéma français et pour la salle obscure en général. Mais je pensais qu'on s'intéresserait un petit peu plus à la cabine de projection, un petit peu plus à la théorie facile, on va dire, du cinéma. Mais non, c'est déjà fait pour les personnes qui s'y connaissent en cinéma et qui veulent un pas de plus dans le on se comprend, quoi. Voilà. Bah écoutez, si vous avez l'occasion de le voir, voyez-le. Petit rappel du coup au niveau des plannings, donc le mardi matin, vous avez le live Twitch à 9 heures. Vous avez ensuite le replay sur YouTube qui sort le jeudi. Je vais essayer de le caler le jeudi maintenant. Vous avez le replay YouTube qui sort le jeudi. Et vous avez du coup le podcast, la version podcast qui sortira le dimanche. Et bien sûr, le Critflix maintenant, le vendredi. Donc on le refait. Mardi matin, le live à 9 heures. Jeudi, le replay sur YouTube. Vendredi, le podcast Critflix avec David. Et le dimanche, le podcast de la matinale sur toutes les plateformes d'écoute. Ça, c'est le planning chaque semaine pour l'instant, en espérant que j'arrive à tenir le rythme. En tout cas, c'est terminé pour ce matin. Couvrez-vous, il fait froid. Prenez soin de vous. Je vous souhaite à tous une bonne journée. On se revoit mardi matin et dans tous les cas, vous avez les replays en vidéo et en audio sur les différents réseaux. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant, puis à mettre la cloche quand il y en a une pour savoir quand est-ce que ça sort. À très bientôt. Salut!